Donc on a parlé d'Einstein, de Bohr, qui ont mis en place les débuts de la mécanique quantique, avec l'existence des atomes, des électrons, etc. Et aujourd'hui, on va parler de Millikan, qui a mesuré la charge d'un électron, donc qui est venu confirmer le caractère particulaire, corpusculaire de la matière, le fait que la matière soit faite de petits grains, de petites particules. Robert Millikan, prix Nobel de 1923 pour les États-Unis, pour ses travaux sur la charge élémentaire d'électricité et sur l'effet photoélectrique. Donc le voilà. Il est né en 1868, mort en 1953, physicien américain, donc connu pour ses travaux de précision sur la valeur de la charge de l'électron et de l'effet photoélectrique. Et il s'intéressa plus tard aux rayons cosmiques. On va surtout parler de la mesure de la charge de l'électron, c'est ça qui est super intéressant. Et donc l'expérience qu'il a faite, on appelle ça l'expérience de la goutte d'huile de Millikan. On va parler de ça. Donc depuis 1895, on savait qu'avec les travaux de Jean Perrin qu'il existe une particule présentant la charge électrique élémentaire, donc qu'on appelle aujourd'hui un électron. Et donc son expérience, il l'a fait en 1909, je crois. 1908-1909, ouais. Au cours de l'année 1908, alors qu'il était professeur à l'université de Chicago, Millikan, avec l'aide de Fletcher, entreprit de mesurer cette charge élémentaire en mesurant la force électrique qui permet de combattre la gravité s'exerçant sur une goutte d'huile. Donc on va le détailler ça avec l'expérience de la goutte d'huile. Il mesure à quelle vitesse se déplace une goutte d'huile, tombe par gravité, et on l'empêche de tomber trop vite en mettant un champ électrique. Le champ électrique crée une force électrique qui est proportionnelle à ce champ, mais aussi proportionnelle à la charge électrique. Et donc plus les gouttes d'huile sont chargées, et plus elles vont être freinées, et moins elles vont tomber vite. Et on va voir ce qu'il a découvert en faisant ça. Après de multiples perfectionnements, il publie en 1913 les premiers résultats de son expérience, depuis répétés par des générations d'étudiants. La charge élémentaire est l'une des constantes fondamentales de la physique, et la connaissance précise de sa valeur est de grande importance. Son expérience permet de mesurer la force exercée sur de minuscules gouttes d'huile chargées négativement, suspendues contre la gravité entre deux, alors je pense qu'ils ont voulu dire électrodes là, entre deux électrodes métalliques. Et donc en connaissant le champ électrique, on est capable de mesurer la charge de la goutte. Répétant l'expérience pour de nombreuses gouttes, Millikan montra que les résultats peuvent être expliqués comme des valeurs discrètes multiples d'une valeur commune. Donc c'est bien l'aspect discret du monde microscopique, où la charge d'un électron, ça ne varie pas continuellement, ça prend seulement certaines valeurs. Une fois la charge élémentaire, deux fois la charge élémentaire, trois fois, quatre fois, etc. Mais jamais 2,2, jamais 3,7, etc. Alors il avait trouvé 1,592 fois 10 puissance moins 19 coulombs, sachant que maintenant le résultat, on l'a mesuré plus précisément, c'est 1,602 et pas 592. Donc il a une petite erreur quand même qui est assez importante, qui est significative. Et on pense que ça vient de sa valeur, la valeur qu'il avait pour la viscosité de l'air. Et il me semble il a fait faire le calcul à un de ses étudiants et il ne l'a pas vérifié lui-même. Voilà, ça c'est l'erreur. Bah, ça nous amène déjà à la question, qu'est-ce qu'un coulomb? On va voir qu'on a besoin de parler de l'ampère, l'unité ampère pour ça. Donc un coulomb, c'est la charge qui traverse une certaine surface pendant une seconde si le courant vaut 1 ampère. Donc, autrement dit, on aime bien définir ça dans l'autre sens en disant que 1 ampère, c'est 1 coulomb par seconde. Donc 1 coulomb par seconde, hein, on compte le nombre de charges qui circulent par seconde à travers la surface. Donc vous avez un fil électrique et vous voulez savoir quel est le courant qui circule, par exemple 1 ampère. Vous zoomez sur ce fil et vous regardez une section, donc vous le sectionnez. Ça définit une surface, ici, certaines sections S. Et vous regardez quelles sont les charges, par exemple des électrons qui vont circuler. Donc nous, on compte positivement les électrons, on les compte négativement. Donc on va regarder plutôt les charges positives. Donc on peut imaginer par exemple une solution avec des ions positifs qui circulent. Et on va regarder combien il y en a qui traversent la surface pendant une seconde. Et bien si on a 1 coulomb, si la charge totale c'est 1 coulomb, le courant est de 1 ampère. Donc on dit que 1 ampère, c'est 1 coulomb par seconde. Donc les deux définitions sont liées. Et en fait, ce qu'on définit d'abord, c'est l'ampère. Un ampère, c'est l'intensité d'un courant, donc. Ça vous dit à quel point les charges vont vite s'il y a beaucoup de charges qui vont vite dans le fil électrique. Donc c'est l'intensité d'un courant constant entre deux fils, voilà, deux conducteurs linéaires parallèles de longueur infinie, de section négligeable. Donc deux fils, vous mettez deux fils parallèles, et ils sont séparés de 1 mètre, et vous regardez quelle est la force créée par le courant. Et si cette force vaut exactement ça, là, 2 fois 10 puissance moins 7 newtons par mètre, eh ben, ça veut dire qu'il y a 1 ampère dans chaque fil. Donc ici, vous prenez un premier fil,
parcouru par un courant. Quand vous avez un fil électrique comme ça qui est parcouru par un courant, vous avez un fil électrique parcouru par 1 ampère par exemple, ça c'est le courant électrique. Ça va générer un champ magnétique qui tourne autour comme ça. Là, vous avez un champ magnétique dans ce sens-là. Et maintenant, vous mettez un deuxième fil parallèle qui est parcouru par le même courant, donc de 1 ampère. Et ce fil-là, il va subir le champ magnétique. Il va subir voilà, le champ magnétique, il va jusqu'au deuxième fil. Et donc, il va subir ce champ magnétique, et ça va créer une force attractive. Vous avez un... Bon, je vous mets la formule, mais peu importe, pour ceux qui ont déjà vu ce genre de formule. Voilà, sinon, vous inquiétez pas. Ça, c'est... Donc, vous avez le produit vectoriel, hein, c'est le... Vous mettez pouce et index. Donc, IDL, c'est dans le sens du courant. Le champ B, lui, il va vers la feuille, vers le tableau, vers l'écran. Et donc, IDL vectoriel B, ça crée une force dans ce sens-là. Voilà, ceux qui savent un peu ce que c'est qu'un produit vectoriel, là, vous voyez que IDL vectoriel B, ça crée une force attractive. Si vous n'avez jamais vu ça, c'est pas grave, hein. Il faut juste retenir ça. Un premier fil crée un champ magnétique, et à cause de ce champ magnétique sur le deuxième fil, ça crée une force attractive. Et si cette force vaut exactement donc 2 10 puissance moins 7 newtons, eh ben, le courant qu'il y a en commun, alors par mètre, voilà, vous regardez, vous prenez 1 mètre de fil là, 1 mètre ici, 1 mètre là, et ben ça veut dire que les fils étaient parcourus par exactement 1 ampère. Voilà, ça c'est la définition de 1 ampère. Et donc 1 ampère, ça correspond à 1 coulomb par seconde. La charge qui correspond à ça pendant une seconde, c'est le coulomb. Et donc vous voyez que c'est quelque chose qui est assez adapté à notre monde, à nous, macroscopique, à nos grandes échelles, et pas trop adapté aux électrons. Pour un électron, une charge de 1 coulomb, c'est énorme. Il va falloir énormément d'électrons, des milliards de milliards d'électrons pour pouvoir avoir 1 coulomb en charge. Et donc on aimerait bien avoir le facteur de conversion entre tout ce que je vous ai dit là, toutes ces grandeurs à notre échelle, et la charge élémentaire d'un électron. Et c'est Millikan qui va faire cette mesure précisément, avec sa fameuse expérience de la goutte d'huile. Voilà à quoi ça ressemble, le schéma de l'expérience. Donc vous mettez... vous pulvérisez des petites gouttes d'huile dans le vide, et vous faites un petit trou ici au niveau sur l'électrode. Il y a 2 électrodes là, il y a un petit trou. Donc les gouttes d'huile, elles vont se retrouver ici, entre les 2 électrodes, et vous allez pouvoir mettre un champ électrique, une tension électrique. Donc vous reliez ça à un générateur de tension, un générateur électrique. Donc ça crée un champ électrique. C'est les flèches bleues là. Et les gouttes d'huile, vu qu'elles sont chargées négativement, elles vont avoir tendance elles vont subir une force vers le haut. Pareil, il y a quelques petites formules aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas forcément besoin de... C'est juste, je rajoute ça en plus. La force électrique, c'est la charge électrique fois le champ électrique. Je peux écrire comme ça, force égale charge fois champ. Donc vous voyez que plus la particule est chargée, et plus elle va subir une force importante, et plus le champ électrique est important, plus elle va être poussée aussi ici vers le haut. Et après, avec un microscope, vous regardez le déplacement des gouttes d'huile, et vous mesurez notamment leur vitesse, et il se trouve que leur vitesse est proportionnelle à la charge électrique. Ça, c'est ce que les équations nous donnent. Ça, on en reparlera après. Ok, donc on va détailler un peu ça. Donc l'expérience, ça a été fait à Chicago. Ça consiste, voilà un peu le dispositif. Salut Dunk, on parle de Millikan aujourd'hui, et de la mesure de la charge électrique de l'électron. Donc on pulvérise de petites gouttes d'huile qu'on a électrisées. Vous envoyez des rayons X dessus, soit pour arracher des électrons, soit pour en donner. Donc elles vont devenir chargées, elles vont avoir une charge électrique. Et on les laisse tomber tout doucement entre 2 électrodes. Donc c'est un condensateur, on appelle ça. Vous avez 2 plaques chargées, une positivement, l'autre négativement. Il y a un champ électrique entre les deux. Et donc ça va créer une force électrique sur les petites gouttes d'huile. Voilà, donc il y a plusieurs forces qui vont s'exercer sur la goutte. Le poids, la goutte elle a une certaine masse, donc elle a tendance à tomber vers le bas. Il y a aussi la poussée d'Archimède, vu qu'elle est dans l'air et qu'elle a l'air a une certaine densité, ça a tendance à... La goutte, elle est quand même très légère, donc il y a une poussée d'Archimède qui la ralentit un petit peu. Il y a aussi des forces de frottement. Les forces de frottement de l'air vont empêcher la goutte de tomber trop vite. Ça, c'est d'autant plus vrai que la goutte est petite. Si vous tombez, voilà, si vous lâchez, je sais pas, un sac de farine de 50 kg du haut d'une tour, il va tomber très très vite. Maintenant, si vous lâchez une petite bactérie qui fait quelques nanogrammes, elle va pas tomber aussi vite que le sac de farine. Si c'était sur la Lune sans air, dans le vide, les lois de la physique nous disent que ça tombe en même temps. Mais dans l'air, il y a plein de frottements, et ils sont d'autant plus importants que l'objet est petit. Et donc, une petite goutte d'huile, elle va tomber, ok, à cause de la gravité, mais elle va tomber très très lentement, à cause des forces de frottement. Et en plus de tout ça, vous rajoutez une force électrique
qui est proportionnelle à la charge électrique. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est mesurer la charge électrique. Voilà, les gouttelettes, elles sont ionisées par rayon X. Et on va mesurer leur distance, la distance parcourue, le temps parcouru, et on va en déduire la vitesse. Et cette vitesse, c'est ce qu'on appelle une vitesse limite. Voilà, le calcul il est là. C'est un peu le même calcul qu'un exercice qu'on donne aux étudiants sur le saut en parachute. Quand vous sautez en parachute, au début, vous accélérez énormément. Vous avez une vitesse par rapport à une vitesse verticale qui est nulle au moment où vous sautez de l'avion. Donc si je trace la vitesse en fonction du temps, c'est une vitesse négative. Donc au début, elle est nulle. Et puis elle se met à... On va regarder la vitesse absolue. Donc imaginons que vous ayez un compteur de vitesse sur vous au moment où vous sautez de l'avion. Au début, vous êtes à 0. Et puis ça augmente très rapidement. Et puis au bout d'un moment, ça finit par saturer. Et la chute devient beaucoup plus agréable. Vous êtes à vitesse constante. Alors vous pouvez augmenter votre vitesse en serrant les bras et en réduisant les frottements. Mais voilà, il y a une sorte de saturation, là, donc la vitesse en fonction du temps. Parce que vous atteignez votre vitesse limite. Et plus l'objet est petit et plus il atteint vite sa vitesse limite. Ça, c'est à cause des frottements de l'air. Et ben pour la goutte d'huile, c'est pareil. Sauf qu'au lieu de mettre quelques secondes à atteindre sa vitesse limite, ça va se faire en une fraction de seconde, une microseconde, je sais pas. Vous allez avoir quasiment tout de suite quelque chose de constant. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans les équations. Donc vous avez peut-être fait ça en physique au lycée. Le principe fondamental de la dynamique, vous faites la somme des forces, c'est égal à masse fois accélération, mais très vite, l'accélération, elle devient nulle. Et donc là-dedans, ce qui nous intéresse, c'est ici, là, c'est Q, c'est la charge de la goutte d'huile. Voilà, il fait sa mesure. Je vais relire un petit peu quand même tout ça. Donc ça, c'est le résultat. Voilà. Donc un pulvérisateur d'huile fait tomber lentement des gouttelettes d'huile électrisées dans un espace avec un champ électrostatique uniforme, un champ électrique. Et on constate que la vitesse de chute est brusquement modifiée avec le champ électrostatique, ce qui est dû à la force électrique qu'on rajoute. Donc au début, vous faites l'expérience sans champ électrique. Elle change, elle bouge, la gouttelette, elle tombe à une certaine vitesse. Et puis vous rajoutez le champ électrique, et là, la trajectoire change. C'est une autre vitesse constante aussi, mais qui est différente à cause de cette force électrique. Donc par exemple, elle était en train de tomber assez vite. Vous mettez un champ électrique qui crée une force vers le haut. Comme la particule, elle est chargée, elle va tomber un peu plus lentement. Donc voilà ce que dit Millikan. Il fut possible de décharger une gouttelette complètement, de façon qu'elle parcourt 1 cm sous l'effet de la gravitation seule, ou sous un champ de 6000 volts par centimètre, avec exactement le même temps. Donc cette phrase, elle est importante. Là, il est en train de dire que il a envoyé des rayons X sur les gouttelettes d'huile pour leur donner une charge électrique, pour les ioniser. Mais il y a certaines gouttelettes qui sont restées neutres, qui n'ont pas de charge électrique. Et ça, c'est bien, ça nous fait une mesure témoin. Donc ces gouttelettes-là, elles n'ont pas de charge électrique. Donc que vous mettiez un champ électrique ou pas, voilà, effet de la gravitation seule ou avec un champ électrique, vous avez exactement le même comportement. Parce que il n'y a pas de force électrique sur la gouttelette, vu que la charge vaut 0. Voilà, si vous mettez charge égale 0, là-dedans, vous avez une force nulle. Donc il y a les autres forces, frottement, gravité, tout ça, mais il n'y a pas de force électrique. Donc il fait déjà une première mesure avec ça. Et après, il va regarder les autres vitesses. Donc il fait tout son calcul, là, ça je vous passe les détails. Hein. Vous irez voir, si ça vous intéresse, les équations, vous irez voir tout ça. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est ça. Il mesure donc une certaine vitesse V0 sans champ électrique. Et dès qu'il met un champ électrique E, là, il a un terme en plus. Et ce terme-là, il est proportionnel à la charge électrique. Et donc, on s'attend à ce que plus la charge électrique soit grande, plus la vitesse sera modifiée. Et donc, on s'attend à avoir des valeurs de la vitesse. Voilà, vous avez certaines... je sais pas, vous avez plein d'échantillons. Et on s'attend à ce que... Alors, voilà, vous faites plein d'expériences. Ça, c'est toutes les expériences que vous faites. Vous mesurez des vitesses de différentes gouttes d'huile. Donc, il y a la goutte numéro 1, la goutte numéro 2, etc. Et on s'attend à avoir des vitesses un peu... voilà, des trucs un peu comme ça. Un peu toutes sortes de vitesses. Et en fait, il se rend compte que c'est pas du tout ce qu'il mesure. Lui, il mesure soit des vitesses nulles. Là, il y a certaines gouttes qui n'ont pas de charge. Soit ici, certaines qui ont cette vitesse-là. Soit cette vitesse-là. Là, il y a des expériences ici et là. Soit celle-là, etc. Mais, donc là c'est la mesure de la vitesse,
Voilà, là, on est sur vraiment le point central de son expérience. Ici, là, dans tout cet intervalle-là, il y a rien. Et là non plus. Et je mesure jamais de vitesse ici, là, intermédiaire. Et donc, vous avez certaines quantités, donc une vitesse 0, une vitesse V1, une vitesse 2 fois V1, 3 fois V1, mais jamais, jamais les valeurs intermédiaires. Il n'y a jamais 1,7, 2,38, il n'y a jamais ça. C'est toujours certaines vitesses comme ça. Donc là, je parle de ce facteur-là, sans compter V0. Et dans ce facteur, bah, il y a la charge électrique. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que la charge électrique, bah, elle prend une certaine valeur, petit e, soit il y a 0, la charge de la goutte vaut 0, soit elle vaut petit e, une certaine charge élémentaire, soit 2 fois e, soit 3 fois e, soit 4 fois e, mais jamais 1,30, 0,27, etc. C'est toujours un nombre entier fois cette charge élémentaire. Et cette charge, c'est la charge de l'électron. Vous ne pouvez pas découper une charge en grains plus petits que la charge de l'électron. C'est pas possible. Donc maintenant, on comprend, à la goutte d'huile, soit elle a gagné un électron, soit elle a perdu, soit elle a gagné 2 électrons, soit elle en a perdu 1, perdu 2, etc. Là, c'était plutôt des gouttes négatives, donc elle gagne un certain nombre d'électrons. Et un électron, c'est un grain de matière qui est insécable. Vous ne pouvez pas couper un électron en deux. Vous ne pouvez pas prendre, je sais pas moi, les 3/4 d'un électron, voilà, faire une sorte de camembert, enlever une partie. Vous ne pouvez pas le découper. Donc il y a soit un électron, soit deux, soit trois, un nombre entier. Et c'est ça que Millikan a mesuré. Et donc, comme il fait tous ces calculs précis là, il est capable d'avoir la valeur de cette charge élémentaire, la charge de l'électron. Et vous voyez que dans ce calcul, ici, il y a eta. Eta, c'est la viscosité de l'air. Ça, c'est la lettre grecque eta. Et donc, s'il se trompe sur cette valeur-là, il va se tromper sur la charge de l'électron. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il a fait faire le calcul à un étudiant qui s'est un petit peu trompé pour la viscosité de l'air. Millikan avait trouvé une valeur de E inférieure à celle qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est une histoire intéressante aussi. Plus d'une vingtaine d'années après son expérience, on a pu comprendre qu'il avait utilisé une mauvaise valeur de la viscosité de l'air. Il avait en effet utilisé un résultat qu'il avait fait calculer à un de ses étudiants. Bah, c'est pas un problème de faire ça, mais après, il faut vérifier derrière, hein, sinon c'est sûr que ça peut poser des soucis. Et ce qui est fou avec cette expérience, c'est très souvent cité en histoire des sciences, déjà parce que bah, c'est historique de mesurer la charge de l'électron, bien sûr, mais aussi parce que il s'est passé quelque chose de très étonnant après. Les gens, donc il est là le graphe, les gens ont refait l'expérience, et bah, Millikan, il a eu le prix Nobel, c'était une référence. On avait fixé donc la valeur de la charge de l'électron grâce à son expérience. Et les gens, ils ont refait l'expérience. Et voilà ce qui s'est passé. Donc ça, c'est la première expérience de Millikan. Et il s'est trompé, il avait ces marges d'erreur là qui n'englobent pas du tout la bonne valeur, à cause de cette fameuse erreur de son étudiant sur la viscosité. Et regardez les suivantes. Donc l'expérience suivante, ils ont refait complètement avec un autre dispositif l'expérience. Bon, c'est encore avec des gouttes d'huile, mais c'est une autre équipe qui a fait ça. Et ils trouvent, au lieu de trouver la bonne valeur, ils ont trouvé aussi, ils ont trouvé quelque chose de très proche ici. Donc ça, c'était en 1917. Après, en fin des années 20, vous avez des expériences avec d'autres méthodes, donc avec des rayons X par exemple. Et vous voyez, celle-là, à nouveau, il retombe sur la méthode le résultat du départ. Et celle-là, elle est très marrante. Eux, ils commencent à se dire, non, nous, on mesure plutôt cette valeur-là, qui est la bonne valeur. Mais peut-être qu'on a une grosse marge d'erreur. Et donc, on essaye de rattraper et d'avoir un petit intervalle en commun avec ce qu'avait fait Millikan. Voilà, les gens n'osaient pas trop s'éloigner de la valeur de Millikan et ils l'ont fait petit à petit. Et au bout d'un moment, on a fini par comprendre que bah, la bonne valeur, c'était plutôt ici, là, 1,602. Voilà. Et il y a un fameux discours de Richard Feynman qui parle de ça et qui dit Nous avons beaucoup appris par expérience personnelle sur les façons par lesquelles on peut s'induire en erreur. Un exemple, Millikan mesura la charge de l'électron à l'aide d'une expérience faite avec des gouttes d'huile et obtint un chiffre que nous savons aujourd'hui ne pas être complètement exact. La valeur était un peu décalée parce qu'il utilisait une valeur incorrecte de viscosité de l'air. Il est édifiant d'examiner les résultats qui ont suivi Millikan. Si on trace les valeurs obtenues en fonction de la date à laquelle elles ont été trouvées, on se rend compte que l'expérience suivant celle de Millikan donne une valeur légèrement supérieure à celle que Millikan avait trouvée,
et celle qui suit donne une valeur encore légèrement supérieure, jusqu'à ce qu'on arrive progressivement à une valeur très supérieure. Mais pourquoi n'ont-ils pas trouvé la bonne valeur dès le début? Les scientifiques ont honte des dessous de cette histoire, car il semblerait que les choses se soient passées ainsi. Lorsqu'ils obtenaient une valeur bien plus élevée que celle de Millikan, ils se disaient qu'il devait y avoir une erreur et essayaient de comprendre ce qui avait pu mal tourner. En gros, ils n'avaient pas confiance en eux, en leurs résultats, et ils se sont dit, bah, il y a le prix Nobel qui a trouvé ça, moi j'ai trouvé autre chose. C'est sûrement le prix Nobel qui a raison. J'ai dû me tromper, donc les résultats qui étaient trop éloignés, ils ne les publiaient pas. Et si par hasard quelqu'un trouvait un résultat qui était proche, bah lui, il allait se dire, bah, regardez, j'ai trouvé la même chose que le prix Nobel. Et donc, ça a sélectionné comme ça les valeurs quand même assez proches de ce qu'avait trouvé Millikan, alors qu'il s'était trompé. Pas de beaucoup, hein, mais on voit le petit décalage qui est corrigé petit à petit au fur et à mesure des années. Voilà, et lorsqu'ils trouvaient une valeur proche de celle de Millikan, ils ne se posaient pas trop de questions. Ils ont ainsi éliminé les valeurs trop décalées. Nous connaissons ces petites combines de nos jours et nous nous savons immuniser à ça. Connaissant Feynman, ça c'est un petit peu ironique, bien sûr. Voilà, c'était l'expérience de la goutte d'huile de Millikan, avec voilà, ce décalage des données qui est assez sympa à étudier. On voit un petit peu le côté humain des expériences, qui est un petit peu voilà, qui est imparfait, avec des erreurs qui sont faites à cause d'un étudiant qui fait une mauvaise mesure et du chercheur qui ne va pas vérifier derrière. Et ensuite, les gens n'osent pas trop dévier de la valeur initiale. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est vraiment la méthode et le résultat. Le résultat, hein, c'est que la charge de l'électron est quantifiée. Tout ça, c'est un peu lié à la mécanique quantique. La matière ne prend comme charge électrique que des valeurs multiples de petit e. Voilà, si vous frottez un morceau de tissu sur un ballon, ça va arracher des charges électriques. Le ballon va être chargé électriquement et il aura un certain multiple de la charge élémentaire. Ce ne sera jamais 5,5, ce ne sera jamais 2,7. Ce sera toujours soit E, 2E, 3E, 4E, etc. Voilà pour Millikan, prix Nobel de physique en 1923, pour avoir mesuré la charge élémentaire, la charge d'un électron. Il se trouve que c'est la charge d'un proton aussi, au signe près. Voilà, ce qu'on appelle petit e, d'ailleurs, c'est plutôt la charge du proton, la charge élémentaire. Et la charge de l'électron, du coup, c'est moins E. Et donc la valeur, hein, maintenant, on sait que c'est ça, 1,602 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc vous voyez qu'il faut énormément d'électrons pour... voilà, 1 coulomb, c'est 6,24 milliards de milliards d'électrons. 6,24 milliards de protons ou de charges élémentaires. 10 puissance 18.